il a pris un retour de flamme. Il a vu que le jeune en face, il était toujours là, il lui a mis du répondant. De là, de quoi s'arrêter, de parler 4 fois, 2 fois et 4 fois, l'arbitre dit ne t'arrête pas. Au niveau où tu es, tu sais et tu es conscient de ce que tu fais. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une écharde t'arrête? Et de botter en touche sur Baki, parce qu'en disant que Baki a parlé, c'est complètement faux. Ça veut dire que c'est Doumbé qui reparle à Baki. Baki, du coup, lui, il veut combattre. Il dit, mais un combat. Il y a eu du match. Il aurait pu le finir au premier round. Bam, étranglé, merci, au revoir. Et on aurait fait, il a déblayé Poirier en round. Il y était, hein. Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Thomas Loubersan. Thomas, comment vas-tu? Salut, très bien et toi? Je vais très bien, je te remercie. Thomas, la semaine dernière, en l'espace de 3 jours, on a vécu des émotions assez incroyables. On a eu la chance d'avoir des combats très intéressants qui portent le MMA français au sommet. On va essayer d'aborder ça crescendo. On va commencer par le combat Baki vs Doumbé. Déjà sur ce combat-là, quel enseignement tu tires? Après, on va revenir aussi globalement sur l'organisation en elle-même. Alors, beau spectacle. Pas forcément du coup un combat de meilleur classé au monde dans le top 20, ce qu'on va avoir dans le combat avec Benoît Saint-Denis. Mais ça montre qu'avec un 450e et un 150e mondial, on peut avoir un beau spectacle. Et je pense que ce qui nous a attiré dans ce combat, c'est plutôt peut-être plus ce spectacle, la pression, parce que quand le combat commençait, on avait quand même autant de pression ou d'adrénaline de quelque chose qui fait que de Benoît, alors que c'est des jeunes carrières d'MMA, on va dire. Donc il y a des choses intéressantes sur ce côté-là à parler, ouais. Et quand tu regardes l'organisation du PFL, de ton avis extérieur, quand tu as pu regarder ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que moi, j'ai un petit avis un peu plus intérieur. C'est que c'est pas la même recherche, ou ça dégage pas du tout la même chose que par exemple l'UFC ou Bellator. Il y a quand on regarde l'UFC et le Bellator, c'est combat, même si c'est une grosse dimension business. Là, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment plus le spectacle qui était cherché qu'autre chose, quoi. Ça veut dire que les combats d'avant, presque on n'attendait que le dernier combat parce qu'on sait qu'il y a eu du spectacle. Même la présentatrice, elle faisait chauffer Baki était mort, le spectacle. J'ai même l'impression que dans les coulisses, il y avait des trucs un peu spéciaux, vraiment à la recherche de spectacle. Où ils s'en foutent en fait même de Doumbé. C'est qu'en fait, ils ont trouvé quelqu'un qui peut faire du spectacle, promotionner leur promotion. Je sais pas, j'ai trouvé ça très particulier, mais des valeurs de combat un peu perdues, ouais. Non, je suis d'accord avec toi et c'est bien que tu évoques la présentatrice parce que à quel moment on peut se permettre de laisser une présentatrice faire une déclaration comme celle-ci on sait ce que ça va apporter au niveau du public. À quel moment on peut laisser faire quelque chose comme ça? Ensuite, il y a aussi eu sa traduction totalement aléatoire. Ou alors, c'était un résumé, c'était pas une traduction. Quand on prend quelqu'un pour traduire quelque chose, c'est pour le traduire, c'est pas pour le résumer. Donc il y a des choses qui sont. Je vais te dire un truc, j'ai rien contre Sidi Doumbé, je ne le connais pas. Et c'est juste que j'aurai des préférences dans certaines choses, mais sans juger la personne elle-même. Ouais. Mais tu vois, quand on pense que je ne suis pas fan du trash talk à haut niveau, et il est fort en plus à haut niveau, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est comme dans l'humour, que les comiques, et ainsi de suite, il y a des borderlines, et à un moment, il y a des choses que bon. Et là, on se rend compte que par exemple, certains pensent que le trash talk n'a pas d'impact plus qu'on le pense. Ben si, parce que par exemple, on a commencé à voir que sur Jordan, après le combat, ainsi de suite, ben, il y a des conséquences. Après, il peut y avoir des débats là-dessus. Mais on se rend compte que ça peut même aller jusqu'à les organisations. Les organisations vont commencer à faire des choses dans les coulisses. Et là, on le voit même avec les présentatrices. Parce que tu as fait ce trash talk d'une manière très poussée, eux, ils ont continué à le prendre et à le récupérer. Donc, c'est là où on se rend compte que le trash talk n'est pas si anodin. Non, je suis d'accord. Faire attention aux conséquences de ce que tu fais. Tu vois, tu penses que tu es maître de ce que tu fais et que le reste, tu es pour rien, mais ça a de l'impact. C'est que tu as démarré quelque chose. Attention. Et là, on a vu certaines choses. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est bien que tu évoques le trash talk parce que tu imagines que avoir fait tout ça en amont, préparer l'ambulance, préparer plein de scénarios et se faire en quelque sorte humilier par une épine qui t'empêche de combattre, franchement, c'est un autre débat. Je pense qu'on va en parler après, mais c'est peut-être un retour de flamme de tout ça, de toute cette pression.
Parce que c'est pas normal, cette épine. C'est pas normal. Et faut pas croire qu'il faut pas forcément dire qu'il a eu peur. Non, non, non. Mais par contre, la boxe style, le kick, c'est très très dur. C'est un sport, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de trucs. Ouais, Je vais te donner un angle de vue. Le premier round, il s'est joué sur la lutte. Et c'était exactement. pour Baki. Le deuxième, il s'est joué sur la boxe. Il s'est joué avec Doumbé qui a commencé à faire un peu moins de kick, et ainsi de suite. On rentrera peut-être plus précisément dans l'intérêt. Et c'est vrai que, bon, et c'est kiff-kiff le deuxième round. Hein. Il y a 5 frappes à 7. Hein. Mais on a vu que, comme il n'y avait plus les kicks pour rentrer en lutte, on a vu que c'est la boxe. OK. Mais le troisième round, pour moi, il ne s'est même pas joué sur le combat, sur la lutte ou sur la boxe. Il Non. s'est joué sur le moment dur, la pression que tu as mis psychologique. Et là, ça allait être vraiment dur. Et j'ai l'impression que là, il a fait hop, je me suis retiré parce qu'il y avait Baki en face qui était toujours là. Pour moi, le troisième round, il se joue au mental et non à la technique. C'est peut-être pour ça que certains, comme je crois Cyril Abate, avait dit peut-être que ça l'a freiné parce qu'il voulait être à 100%. Et ça, je suis d'accord. Mais de là, de quoi s'arrêter, de parler 4 fois, quoi, 2 fois et 4 fois, l'arbitre dit ne t'arrête pas, au niveau où tu es, tu sais et tu es conscient de ce que tu fais. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une écharde t'arrête? Ouais, c'est ça, Donc, mais pour surtout, moi, c'est qu'en fait, il a pris un retour de flamme. Il a vu que le jeune en face, il était toujours là, il lui a mis du répondant. Et si on regarde le troisième round, il y a eu une patate à un moment, qui même sur un dégagement de côté, il met une droite, il se touche les deux en même temps. Et je pense qu'à un moment, il s'est dit, il s'est pris un retour de flamme de toute la pression, de tout le truc, et ça l'a dérangé. De là, est-ce qu'il n'aurait pas repris le combat? Non, il ne faut pas exagérer, il aurait repris le combat. Je oui. pense après qu'il s'est senti protégé dans le PFL, il avait un statut, tout ça, sauf que l'arbitre, il n'est pas là pour ça, lui, il n'est pas sur les Non, réseaux, il est pas, lui, il a fait son job. exactement. Mais c'est surtout que avec autant d'expérience, avec autant de passé dans les sports de combat, tu peux pas faire autant preuve de maladresse dans ton langage corporel. Manifester que tu as un problème, tu peux le manifester, ok, tu as un problème, l'arbitre te dit de continuer, il te l'exprime clairement, continue, et tu lui réexpliques que tu as un problème. Donc ça veut dire que tu es pas apte à continuer le combat. Donc l'arbitre prend la Et de décision beauté d'arrêter en ça. touche. Et de beauté en touche sur Baki, parce qu'en disant que Baki a parlé, c'est complètement faux. Ça veut dire que c'est Doumbé qui reparle à Baki. Baki, du Oui, coup, lui, il veut combattre. Il dit, mais un combat. Et en plus, je vais te donner un angle de vue. Par exemple, Fernand dit il aurait dû continuer à combattre. Ça, c'est une phrase, je pense, politique, manière de dire. Il a raison, il aurait pu combattre. Mais regarde, tu as le meilleur kickboxer au monde en face, 7 fois champion du monde. Le match est très serré. Il n'arrive pas dans le combat. Normalement, Baki, il aurait dû, soi-disant, se faire éteindre ou en tout cas se oui, faire boxer. Et ce n'est pas le cas. C'est kiff-kiff bourrico le match. Okay, oui, donc à ce totalement. moment-là, tu t'attends plus que quand il ne bouge pas, il montre qu'il est blessé, à te dire il va me faire un vice. Parce que comme j'ai une boxe qui fuit, il n'arrive pas à m'attraper, et c'est ce qu'il dit lui-même, Cédric, tu te dis, il me fait un piège, je suis gêné, pour que j'aille lui rentrer dedans. Moi, je me dis, à ce moment-là, il se dit plus, non, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça va être un piège. On a déjà vu des vidéos au niveau mondial, c'est-à-dire que le mec, il t'attend, il fait semblant qu'il est blessé, il te met une patate. Moi, à ce moment-là, tu te dis plus, il me fait un piège parce qu'il est expérimenté pour que je vienne, que te Oui, dire, il y a une écharpe dans le pied. oui, Ça n'a jamais existé, ça. Donc, tu as plus de chances de te dire ça. Donc, c'est pour moi, Baki a bien fait de ne pas y aller, de rester dire, hé, c'est Cédric, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est normal pour moi le comportement de Baki. Et l'arbitre ne regarde à aucun moment Baki des yeux. Ça veut dire qu'il ne s'est pas fait embarquer par Baki. Il l'entend, mais regardez la vidéo, il regarde Cédric, et c'est Cédric, quand il se retourne et qu'il fait la gestuelle et qu'il lui reparle encore de son pied, oui. il dit stop. Il n'a pas regardé Baki une seule fois dans les yeux. Non, mais en plus, tu sais, c'est pas comme si c'était une décision prise sur le coup. Enfin, parce qu'il y a d'abord l'alerte, la première alerte de Cédric qui dit Mm. qu'il a un problème. Donc l'arbitre lui exprime concrètement qu'il doit continuer, continue. Ça ne me choque pas que Cédric dit qu'il a quelque chose dans le pied. Et bien sûr Oui, qu'il a le voilà, droit. oui, non, mais bien L'arbitre sûr. lui dit non, tu dois continuer. Et c'est là que normalement, bon, mais t'es gêné avec une écharde, ben, normalement, à ce moment-là, au troisième round, tu te dis, le match, il se joue là. Hein. Tu te dis, bon, mais il faut que Exactement. j'aille, il faut que je lui casse la tête. Et c'est là où il a décidé de ne pas y aller, de ne pas lui casser la tête. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et sportivement, sur le combat, qu'est-ce que tu as pensé du niveau de Cédric Doumbé, notamment sur les phases de lutte? Parce qu'on a eu ce premier round où les timings de Baki étaient très intéressants. Il l'a amené au sol, même s'il ne l'a pas maintenu. Et dans le deuxième round, on voit qu'il y a quand même pas mal de défenses de lutte assez intéressantes. Toi, tu en as pensé quoi Alors, de... dans l'ensemble, au-delà de l'écharde, voilà, je vais faire un point positif, négatif. Point positif sur Cédric, je trouve qu'il a fait un bon combat. Voilà, ça peut être étonnant hein, ce que je dis, c'est juste que il faut faire attention à une chose, c'est que faut pas, si tu n'écoutes pas Cédric, si tu n'écoutes pas Cédric sur tout ce qu'il dit et tout ça, ça peut,
ça peut marcher peut-être avec des plus jeunes, mais tu sais que dans la vie, il y a ce que disent les gens et ce que font les gens. Donc, si tu n'écoutes pas, Cédric, tu enlèves tout ce truc-là. Si tu regardes le combat, pour moi, c'est correct. C'est un très bon combat. Bien C'est pas sûr. un combat d'un 450e mondial. C'est un combat comme Baki, c'est on va dire 170, je crois. Bon, 150e mondial. Il fait un match d'un 150e mondial. Et au niveau 6e combat qu'il fait, moi, je trouve que c'est un bon combat. En boxe, on le sait, il est bon. En lutte, il a été correct. Là où il a eu un peu des problèmes, c'est que c'est sur les jambes. Peut-être qu'il s'est fait surprendre sur les kicks qu'il fait, du coup, il se fait surprendre. Donc là, c'est un point fort de Baki. Et c'est la lutte dans l'espace. La lutte dans l'espace, ça ne s'apprend pas rapidement. La lutte contre la cage, ça s'apprend plus rapidement. Et en plus, défensivement, ça dépend plus de la force et un peu de placement. Ça peut s'apprendre vite. Maintenant, la lutte dans l'espace, quand il t'attrape une jambe, il y a beaucoup plus de mouvement et d'expérience et de technique. Tu as plus besoin de technique que contre la cage. Tu as quand même plus besoin de technique et de force par la position. Donc ça s'apprend moins vite. Donc, moi, je trouve qu'il a fait quand même un bon combat. Il a eu des bons comportements. Je trouve que Ouais. le comportement au sol, avec le travail qu'il a fait avec Midgetman, a été très, très bon, très correct. Alors après, de dire qu'il aurait pu le soumettre ici, ça Ouais. c'est avant le combat pour mettre un peu la pression. Pour moi, de ce qu'on a vu, il n'a pas été offensif et il ne pouvait pas être offensif face à Oui. Baki. Par contre, il a eu un très bon jeu défensif qui a gêné l'évolution de Baki au sol. Donc moi, pour moi, je trouve qu'il a fait un très très bon combat. Ça se joue sur du réglage. Et d'ailleurs, si on ferait une revanche, attention, autant sur le match aller, pour moi, il n'y avait pas photo jusqu'à la fin du match, c'était Baki, même s'il y avait du danger à la fin. Qu'on sentait qu'il pouvait avoir une patate d'un côté, mais le takedown de l'autre. C'est là que ça allait se jouer, en fait. Le troisième round, Oui. ça se jouait il allait forcer la patate. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il cherchait un peu trop la patate, parce qu'il s'est dit, je vais te tomber un coup, et peut-être que. Mais ça allait se jouer sur un takedown aussi de Baki, ça allait se jouer sur ça. Mais sur la revanche, attention. En revanche, Doumbé, il a compris quelques détails, le coup de pied qu'il faut adapter, il a eu des informations. Et dans la carrière de kickboxing, tous les matchs qu'il a perdus, il a pris une revanche. Oui. Et Mais, il les a gagnés. Sauf et toi, Congolo, je crois qu'il a eu 2 fois perdu, là, il s'est vengé au troisième. Et tu c'est serais vrai que partant pour ça? Tu serais partant pour une revanche, toi? moi, je pense que sur la revanche, Baki, il ne faut pas qu'il la fasse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est un Pas par piège. peur, forcément, hein, Non, non, non. parce que Baki, je ne le vois pas forcément changer trop sa stratégie. Ce sera un peu Ouais. la même. Ça veut dire que Doumbé, c'est juste quelques réglages et il aura appris beaucoup d'informations. Là, l'expérience de Doumbé va lui servir pour adapter vite et régler rapidement. Mais si je dis que pour moi, il ne faut pas refaire le match, c'est ce qu'il a gagné aujourd'hui, Baki, pour construire sa carrière, il risque de tout perdre. Alors, pour rien, en fait, pour rien gagner de plus. Alors que, Exactement. à l'inverse, businessment parlant, Doumbé, s'il ne fait pas la revanche, il est mort. C'est un remake un peu de Conor contre Khabib. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu Ouais. cette revanche, ça a été un Conor. Depuis, ça a été un Conor. Et Khabib, il n'avait aucun intérêt, entre guillemets, à la refaire. Et en plus de ça, il y a les valeurs, comme Khabib a eu, différemment. Il y a les valeurs pour moi de Baki qui doit continuer son rêve. Il a pris déjà beaucoup de risques. Il a gagné ce il a gagné. Et pour moi, il doit continuer. Managementement parlant, en plus derrière, moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Publiquement parlant, moi, en tout cas, pour ma part, s'il y a un combat entre Fernand et Cédric, 1-1, point barre, stop. Le plus, franchement, ça fatiguerait de voir plus que ça. Tu vois, 1-1, stop, arrêtez. Et management parlant, j'y connais rien, c'est pas mon boulot, mais d'un avis comme ça, grand public, même si le match il a 300 000 et que tu prends 10-20%, tu prends 50 000, moi, pour moi, quand même, Cédric, je pense qu'il a impacté ma factory, le management factory et Cédric gagne même. Donc, je pense que même pour 30-40 000 qu'il prendrait, moi, je pense qu'il vaut mieux pas qu'il le prenne et qu'il continue à construire et que voilà, la lumière se revient, ainsi de suite. Baki qui revient sur la reste, qui fait un combat ou deux, ça ramène la lumière. Baki continue son évolution et surtout son rêve pour l'UFC. Et là, quand tu as été un mec qui a été 7 fois champion du monde du Glory, mais quand même, l'UFC sait que c'est un mec qui a un MMA et nouveau, c'est pas le même sport. Baki a tout à gagner. À la revanche, pour faire quoi? Pour faire de l'argent. Tu sais, l'argent qu'il va faire sur ce match-là, Je au lieu suis de le prendre d'accord. à un coup, il va le prendre en 2 ans. Avec les sponsors, avec les matchs. Arrête, je pense qu'il peut ramener la lumière, donc négocier mieux son truc. Et en 3-4 matchs, il est à l'UFC. Moi, je Non, pense qu'il n'a aucun intérêt à le faire. je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a aucun intérêt déjà. Sportivement, il va rien gagner. Le seul aspect qui pourrait lui être utile, c'est le financier. Mais comme tu as dit, l'argent, il va en faire. Quoi qu'il arrive, il va en Il faire. va en faire. Il est jeune, il a 22 ans. Le seul intérêt, il est pour Doumbé. Ouais. Et je pense qu'on s'attarde pas assez sur l'âge de Baki, ce qu'il est en train de réaliser à 22 ans, le calme qu'il a. Tu sais, moi, j'étais dans les coulisses, on partageait le même vestiaire avec Baki et Yazid. J'ai jamais vu un jeune à 22 ans être aussi calme
discipliné, focus. Tu sais, même plus l'heure du combat arrivait, je le sentais mais détendu, mais j'avais jamais vu ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on lui avait transmis l'info de la speakeuse qui criait, qui reprenait le Baki, t'es mort avec le public. Et lui, ça l'a pas affecté. Ça veut dire que lui, il était clairement en mission. Il voyait devant lui Mais je crois Cédric qu'il a, Doumbé, il a point compris là bas. où il était. Hein. Il a compris dans quoi il s'est engagé et il a compris là où il était. Ouais. Et tu penses quoi justement de Baki, de ce qu'il est en train de réaliser à un si jeune âge? Jusqu'où tu le vois aller, toi? Est-ce que potentiellement, on peut parler d'une arrivée très 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 rapide à l'UFC? Alors, deux choses. La première, je le résumerai à incroyable. Moi, je ne fais pas du MMA, j'ai fait une dizaine de combats de pancras, mais je suis d'ancienne génération, ça fait 20 ans que je fais du combat et j'ai quand même beaucoup voyagé, fait pas mal d'organisations, rencontré de combattants de MMA et tout ça. Je suis scotché. C'est-à-dire que vraiment incroyable sur l'ensemble, sur beaucoup de choses, sur plein d'angles, que ce soit techniquement, la manière de travailler, les valeurs, ce qu'il a pris sur les épaules, ce qu'il a assumé, le comportement avant, pendant et même après. Ça veut dire qu'il aurait pu se lâcher, se venger sur certaines choses qu'il a subies, tout, même pas, il a été exemplaire. Franchement, incroyable. Mais vraiment, hein, c'est peu de gens qui peuvent assumer de cette manière et je pense que même tous les grands sportifs de haut niveau, on est scotché, on est beaucoup. Après, maintenant, le futur, attention, il a tout pour. Ça, c'est sûr qu'il a tout pour. C'est-à-dire que même si demain, tu es son entraîneur, son manager et tout, tu sais, avoir des bons techniquement et physiquement, déjà, tu as épuré pas mal de gens sur le tatami. Il n'y en a pas beaucoup. Mais en plus de bons qui peuvent assumer les épaules de ce niveau-là, quand tu vas les amener à business mais haut niveau, tu en as encore moins. Et là, clairement, on l'a vu, le gars. Donc, tu ne dois pas le perdre, ce gars-là. Maintenant, voilà, la vie, on en a vu. Attention, la vie n'est jamais gagnée d'avance. Donc, il ne faut pas le faire monter d'un coup, ce qu'on peut avoir comme défaut en France, que dès qu'on a un bon, on va faire croire que c'est le nouveau Zizou. Donc, jamais avant, d'un coup, pam, c'est nouveau Zizou, et après, dès qu'il va perdre un match, boum, on va le redescendre. Attention à ça, il faut qu'il Ouais, prenne son temps. C'est pour ça que je dis ce match retour, pour l'instant, moi, je ne le ferai pas parce qu'il a, tu sais, il a pris un coup de risque, il n'a pas à prendre des risques à chaque match. Il a pris, ouais, bien parce sûr. que l'air de rien, Doumbé, c'est un danger, il a une patate à tout moment. S'il n'a pas eu au match aller, sur le retour, il pourrait l'avoir. Donc pour moi, il a pris le risque, il a fait le bon match. Oui, Baki pourrait refaire le même match et le regagner, c'est pas un problème. Attention de ne pas être pris à l'ego de combattant. Non, mais t'inquiète, je vais le regagner. Non, Ouais, tu l'as gagné, tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc moi, continue. Mais voilà, la vie, on ne sait jamais de quoi elle est faite. Il n'y a pas que la vie sportive, il y a l'extérieur. Donc, combien de fois on a vu des champions n'est pas allé au bout? Pour moi, il a tout pour aller au bout. Maintenant, il y a un secret, c'est le temps. Le temps nous dévoilera les choses avec tout son chemin. je suis Donc, d'accord il a avec tout toi. pour. Voilà. Maintenant, il ne faut pas sauter les étapes à lui mettre la pression, à croire qu'il a les éléments pour. D'accord. Maintenant, il faut se mettre de côté et l'observer. Et si tu l'apprécies, observe de match en match. Oui, oui, c'est ça. Et tu sais, Cédric et son équipe ont clairement exprimé le fait qu'ils allaient faire appel de la décision pour que ce soit un no contest. Est-ce que c'est quoi? C'est Bah, pour moi, s'ils l'émotion ont qui le droit. parle. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Ça veut dire que la décision, on est rien pour juger ça. Ça, c'est la fédération, sûrement qui va en parler. Je ne connais même pas qui c'est qui va décisionnaire. Si c'est la Fédé, je pense que c'est la Fédé. C'est pas forcément l'organisation. Mais si la Fédé tranche que ce sera oui ou que ce sera non, c'est eux qui vont donner la décision. Moi, je sais même pas. Tu vois, si à la fin la Fédé, oui, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils avaient raison de le faire. Maintenant, s'ils disent non, ben, c'est peut-être le staff qui a posé, qui doit devoir se poser des questions. Alors pourquoi s'arrêter alors que la Fédé dit non? Il faudra accepter. C'est pas des débutants, ceux qui vont. Mais par Bien contre, sûr. ils ont le droit, parce que c'est là où ils vont voir qui permet de remettre les choses en place, que ce soit pour l'organisation, ou pour la Fédé, ou pour le staff. Pour Oui, moi, ils doivent le faire. Et la décision, il faudra l'écouter. Et même nous, d'accord. spectateurs, il faudra l'entendre. Et pour toi, est-ce que pour Cédric, la prochaine étape, ça sera pour lui compliqué de se relever de cet échec? Pas sportivement, je te parle pas en termes d'adversité ou autre, mais tu sais, avec toute l'attente qu'il y a eu autour de ce combat, perdre de cette manière-là pour une écharde, c'est assez ridicule, on va dire. Tu penses que ça va être C'est compliqué dur, pour hein. lui? C'est dur parce que je sais pas, c'est bizarre parce que c'est dans la vie, c'est toujours c'est ce que tu pousses au maximum qu'il faut être prêt à prendre son revers. Quand tu es un grand combattant et que tu fais des combats durs, comme Benoît, qu'est-ce qui est le pire dans un combat dur? C'est de prendre un KO dur, entre guillemets, tu vois. Mais si tu penses que tu vas être un grand combattant et qu'un jour il t'arrivera pas le risque, si tu vas faire de la boxe et tu penses qu'un jour il t'arrivera jamais le KO, c'est que tu n'as pas compris ce qu'est la boxe. Bien sûr. Donc tu as le revers de ton défi. Si tu es, et je pense que
Cédric, au fond, je pense qu'il aime la lumière plus que d'être dans la meilleure organisation et de prendre le meilleur combattant au monde. Je pense même sincèrement qu'il s'en fout. Je pense qu'il réussit ce qu'il veut. Donc, c'est plus la lumière et l'entertainment qui l'intéresse. Et il est très fort là-dedans. Et il nous apprend beaucoup de choses, d'être créatif, d'oser, d'amener du spectacle et tout. Maintenant, c'est à quel degré et avec quelle valeur. Ça, c'est différent à chacun. Mais par contre, il nous apprend des choses, c'est bien fait. Moi, je trouve qu'il nous apprend que quand tu veux, aujourd'hui, dans la société où on est en combattant, si tu es tout seul et que tu fais que combattre, tu n'y arriveras pas. Je pense qu'il nous apprend que, par exemple, comme une entreprise à New York, ben, tu as un truc et tu te mets un staff autour de toi et tu travailles. Tu vois, et je pense que d'avoir pris une équipe, vidéo, monteur, manager, tout ça, il a créé sa propre entreprise à lui. Donc, tu n'es pas obligé que de dépendre d'une entreprise à l'UFC qui va, eux, avoir leur directive de faire les choses. Lui, il a décidé d'être lui-même son créateur et entrepreneur. C'est ce qui reflète un peu la société, entrepreneuriat de ces dernières décisions, les dernières décennies. Donc, ça, c'est intéressant. Il est autonome, il a créé son équipe autour et c'est fabuleux ce qu'il fait. Maintenant, ben, quel est le retour de flamme de ça? Tu as la lumière et t'aimes la lumière, c'est que le moindre truc à la con, tu passes pour. Tu vois. Oui, Et oui, c'est ce qu'il a bien pris en sûr. retour de flamme. Mais d'un côté, toutes les blagues et les chambrages que tu as fait aux gens, sois prêt à les prendre en retour. Non, c'est pour ça qu'on voit Exactement. tout ce qu'il a dit qu'il prend en retour. Je pense qu'il est préparé sur ça. Il le Oui, sait. oui. Il le Non, sait. mais clairement, c'est ça. Et c'est bien que tu aies évoqué la boxe, parce que il y a un certain Francis Ngannou qui a affronté pour son deuxième combat en boxe un certain Anthony Joshua, après un premier combat où il avait épaté le monde entier avec un résultat assez douteux en faveur de Tyson Fury. Ce deuxième combat a, pour moi, sauvé la boxe anglaise. Joshua a sauvé la boxe anglaise parce un deuxième combat aussi complexe que celui-ci, c'était assez difficile, et une défaite pour Joshua aurait clairement mis en doute tout le sport en général. Qu'est-ce que tu as pensé de ce résultat malheureux pour Francis Ngannou? Ben, je vais reprendre peut-être la phrase de Dana White, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un contentieux, moi j'en ai pas, et je suis fan de Francis, je suis admiratif comme tout le monde du parcours qu'il a fait. Maintenant, effectivement, c'est le risque quand tu vas aller en boxe anglaise, tu as plus la chance que ça se passait comme le match avec Joshua que l'inverse, qu'avec Fury. Et d'ailleurs, le match avec Fury, c'est ça qui a fait que c'était fabuleux ce qui s'est passé. Mais pour moi, ça ne pouvait pas se passer comme ça à chaque match. C'était déjà incroyable, même incompréhensible pour beaucoup de gens, même à se poser des questions du coup sur le Fury, dans quel état il était. Mais c'est vrai que dans la logique des choses, je pense qu'un mec, même le meilleur boxeur de l'UFC ne gagne pas en boxe un classé 20-25 de box rec, logiquement. C'est même à l'époque, il y a longtemps, même si c'est pas la même génération, quand on voyait Anderson Silva et Victor Belfort qui allaient faire des matchs en boxe anglaise, ils prenaient des mecs classés 150e mondial, et on voyait que c'était, tu vois, il fallait pas monter forcément dans le top 100, parce que c'est la réalité. Chaque sport, quand tu es spécialiste, dans un domaine, c'est pas la même chose que dans un sport qui est plus généraliste. Et l'UFC, le MMA se joue plus sur de la stratégie et plein d'autres choses, ce n'est pas les mêmes sports. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, Francis, avec toute l'histoire qu'il a eue, toutes les complications, les, euh, toutes les complications qu'il a eues dans toute sa carrière, le voir réussir à l'UFC, puis aller au PFL en devenant ambassadeur, obtenir ses combats en boxe, les chèques qu'il a pris derrière, je pense que malgré la défaite, il a tout réussi. On peut lui tirer notre chapeau parce que Je pense que prendre. Francis, il est intéressant. Il faut prendre un peu plus de recul que ce qu'il fait précisément sportivement. Ouais, C'est de vraiment regarder son chemin. C'est de regarder son chemin, de comment il est construit sa vie. exactement. Qu'il ait fait MMA, qu'il ait fait boxe anglaise, ou même que demain, ce qu'il va faire en tant que, quand il va même arrêter sa carrière, comment il va continuer sûrement à promotionner le PFL ou autre, regarder sa carrière, comment il va la gérer. Je pense que c'est l'homme et son chemin, Francis, qui est très intéressant. Moi, j'ai fait une quinzaine de fois sparring avec lui. Tu vois, par exemple, je le dis parfois, j'ai eu la chance d'avoir croisé un Ngannou comme certains croisaient un Tyson. C'est quelqu'un, c'est un personnage. Et au-delà du résultat, le résultat, c'est sur le moment présent. Mais au-delà de ça, c'est comment il donne de l'exemple à beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. Oui. Moi, je pense que Ngannou est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant sur ce qu'il fait que sur son propre hypercute. Ce qui a séduit le monde, c'est la puissance de son hypercute, mais je pense qu'il est plus puissant en personnalité que son hypercute. Oui, c'est vrai que sa personnalité, elle est assez forte. Il y a une certaine aura autour de lui qui est assez impressionnante de par tout ce qu'il a réalisé, de par tout son parcours, le chemin parsemé d'embûches. Donc, grosse force à lui parce que ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Il montre. Et ce qui attire généralement en premier, c'est le visuel, c'est l'hypercute. Mais si tu vas un peu Exactement, plus profondément, c'est la personnalité qui est intéressante. c'est ça. Et on a eu en clôture de ce week-end un certain Benoît Saint-Denis qui a affronté Dustin Poirier.
une malheureuse défaite par KO au deuxième round. Cette défaite, elle souligne pas mal d'interrogations puisque on a vu, on a su derrière que Benoît était malade sous antibiotiques pendant une semaine avec de staphylocoque. Qu'as-tu pensé de la performance de Benoît, toi, Thomas? D'un côté, moi, je l'avais dit avant, dans le sens, j'ai pas donné de pronostic parce que j'ai un parti pris, toujours c'est compliqué. Ouais, Mais pour moi, on savait que ça allait être soit la boxe d'un côté de Poirier, soit le sol de Benoît. D'ailleurs, j'ai même un réel sur mon Instagram où je disais ça, ça va se jouer soit la boxe de Poirier ou le sol de Benoît. Quand on regarde, et j'ai dit la partie cruciale, c'était la lutte. Quand on regarde le match, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la boxe de Poirier qui faisait la différence, qui l'a mis en danger et qui l'a mis KO. Mais Benoît l'a eu 3 fois dans le dos, je crois. Donc je crois que 2 fois ouais, au premier round et une fois même au deuxième round. Il aurait pu le soumettre. Et la partie cruciale qui était dangereuse, qui était kiff-kiff, c'était la lutte. Donc on voit que presque il se fait prendre en lutte, donc ça a été travaillé par Poirier avec la guillotine en compte, mais on voit que chaque fois qu'il sortait la tête, bam, il avait la position au sol. Donc là c'était, mais ça se jouait là. Euh, quoi dire? Il y a eu du match, il aurait pu le finir au premier round, bam, étranglé, merci, au revoir, et on aurait fait, il a déblayé Poirier en round. Il y était, hein, il y était. ouais, Maintenant, Poirier défend bien le dos, on le sait très bien, et je pense qu'il a travaillé ça contre Benoît parce que tout le monde savait que ça allait être dos, étranglement arrière. ouais, Poirier, déjà, il était fort sur ça, on l'avait vu avec Habib dans ses matchs de défense, mais il était inquiet aussi sur ça, hein, sur cette position. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il avait travaillé, qu'il n'était pas si facile, mais on a vu que c'était son point faible, et ça. du coup, il a travaillé. Et du coup, on se rend compte que Benoît, même en ayant le dos, il n'a pas réussi à le finir. C'est là où moi j'aurais eu des détails. Par exemple, au lieu d'être dans le dos de derrière un sac à dos, c'est d'être dans le dos, mais de l'aplatir à plat ventre. Ça réduit ses mouvements de défense. Mais euh, la boxe, c'est sa générosité qu'il a mis un reculoir à Poirier, qu'il a même, il a dit qu'il s'est fait déborder, qu'il s'est fait casser la tête au premier round, mais c'est ce qui fait qu'il est généreux et qui fait qu'il peut perdre un match. Benoît, je pense que son style d'aller en avant et de mettre la pression, c'est ce qui va lui faire gagner 3 à 4 matchs et qui va lui faire perdre un match. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, tu C'est ça. dénatures, tu veux le faire devenir logique et propre et pas faire ci, pas faire ça. Je suis pas sûr qu'il ait même le même taux de réussite. C'est son jeu. Maintenant, quand on dit de ne pas partir à la bagarre, oui, mais en fait, quand on dit de ne pas partir à la bagarre, c'est mais de garder ce pressing. Peut-être qu'il faut qu'il améliore Ouais, ses positionnements, se bouger de tête et ses placements de main, peut-être, c'est en boxe anglaise. Autant j'ai senti qu'il a évolué dans le clinch, dans les coudes et les genoux. Autant j'ai senti qu'il a évolué sur le sol. Euh, il a manqué la finition, mais on ne peut pas juger ça parce qu'il a manqué la finition. Autant je trouve qu'il n'a pas évolué en boxe anglaise dans le sens où sur les points, je trouve que ça reste un peu trop bagarre. Et je pense qu'il a eu, il a joué la carte peut-être parce qu'il avait les deux staphylocoques de dire il faut que j'y aille à la vie à la mort un round ou deux. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas le juger sur la gestion, ouais, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de gestion. Alors qu'on avait entendu Daniel Vorin sur RMC dire il a amélioré la distance et la gestion, les phases de récup et tout. Et même dans la cage, on entend Daniel dire tranquille, prends ton temps. Donc il veut de la gestion. Et Benoît ne le fait pas. Benoît, il a eu aucune gestion de récup dans le match. C'est ça qui m'a un peu surpris. J'ai trouvé merde. Mais d'un côté, si tu sais que tu ne peux pas faire trop de rounds parce que tu as deux staffs, voilà. ben tu fais quoi? Tiens, vois tout. T'envoies tout, ça passe ou ça passe pas, et il y était, hein, il y était pour que ça passe. C'est Maintenant, ça. quoi dire de plus? Si vous imaginez de rentrer dans la cage avec le numéro 3 mondial, une légende qui a eu la ceinture intérimaire et de te dire que tu n'as pas plus de 2 rounds sous le pied et en plus tu y vas, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, mais on est loin de s'arrêter dans un match avec une écharpe. Tu vois Je ce que suis je veux d'accord dire? avec toi. Je Là, suis d'accord. là, 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 on peut rien dire à Benoît. Il a perdu, on peut rien dire. Non, mais Alors que c'est l'autre, on peut guerrier. débattre, on peut ne pas comprendre. Mais moi, je comprends Benoît. Même dans sa Non, mais défaite, il a. c'est vrai, tu peux pas déjà comparer Benoît Saint-Denis, le guerrier, à l'écharde qu'a eu Cédric. C'est pas méchant, mais c'est une vérité. C'est deux environnements, deux façons de voir totalement différentes. Pour rester sur Benoît, je pense que déjà consciemment, tu sais, lui-même sentait peut-être que il pouvait pas faire plus de 2 rounds à un certain rythme. Donc, il a clairement choisi le fait de pouvoir faire la différence sur le premier. Et sur le premier round, il a eu pas mal de situations où il aurait pu soumettre Dustin. Mais sa performance, tu sais, même Dana White Mais l'a c'est dit, incroyable mentalement. Alors oui, il y a la pression business. Oui, tu peux pas refusé. arrêter le match comme ça pour l'UFC, avec ton management, entraîneur, sinon on serait mal vu. Mais on n'est pas en grappling là. Même moi, demain, tu me mets en finale contre le meilleur au monde, j'ai deux staffs et de compagnie, tu te dis merde, si je vais pas être en condition, je vais être jugé ici et là. Mais là, tu rentres dans la cage avec les coups. T'imagines, tu rentres là-dedans et tu te dis putain, tu rentres, tu sais, t'as pas les 5 rounds.
sous les Non, pieds. Déjà de base, tu ne sais pas si tu les as à ce niveau-là, contre oui. ce type-là, et en plein état de forme. Et il y va. Non, non, Ça veut dire clairement. que là, c'est une mission. Hein. Quand il part dans la cage, c'est comme en mission, je pense qu'il se dit je vais à la mort. Hein. Donc Non, je non. me tue, je me tue. C'est incroyable ce que fait Benoît. Non, c'est Lui, incroyable. lui, il se ment pas. Il se ment pas, lui, en combat. Non, mais c'est ça, et comme l'a dit Dana White, ça change rien à ce qu'il est en train de réaliser. Franchement, nous, on est fiers de lui, fiers de ce qu'il a réalisé. Avoir deux staphylocoques, être pendant une semaine sous antibiotiques, et sachant que Voilà. même, tu sais, Mokaev disait que Et le staphylocoque, tu vas faire un cutting à 70 kilos. Ça veut c'est dire que le ça. cutting n'a pas aidé avec le staphylocoque. Ça a dû le développer, ou je sais pas quoi, je suis pas médecin, mais je pense qu'au niveau de s'affaiblir, ça n'a pas du tout aidé. Ben, tu sais, Mohamed Mokaev disait que ton corps se brisait, que tu n'avais pas d'énergie, que tu n'avais même pas de concentration, que tu étais en manque d'énergie constamment. Donc, se préparer face à ce qui est le plus gros défi de ta carrière et combattre et apporter une certaine adversité, c'est compliqué. Lui, il a réussi à le faire sur un round et demi, on va dire. Malheureusement, c'est pas passé pour cette fois-ci, mais je pense que dans les années à venir, il va y avoir vraiment quelque chose d'intéressant pour Benoît. Maintenant, tu as évoqué un aspect très important, la bagarre. Tu sais, j'ai l'impression que son capital santé à 28 ans, s'il continue comme ça va, à un moment ou à un autre, ça va lui poser d'énormes problèmes. Est-ce que toi, Et tu déjà, es... est-ce que ce chaos déjà va pas commencer à poser des problèmes? Est-ce que ça va pas fragiliser déjà? Ben déjà, Je je pense pense pas que qu'il... mentalement, je pense pas que ça l'a affecté parce que quand on a vu le match dur qu'il a eu contre Eliseo, il est revenu deux fois plus fort derrière. Regarde tous les matchs qu'il a fait derrière, c'est incroyable. Donc, s'il se faut, ce match-là va beaucoup lui servir et mentalement, j'en doute pas de lui. Maintenant, le menton, est-ce qu'il est fragilisé? C'est ça. Est-ce que ça va lui mettre un frein? Comment en plus il va prendre ce truc de la gestion de la du pressing et de la demi-distance? Mais par contre, après, il a gagné beaucoup de points pour moi au niveau du public. Je pense que Ah, clairement. pour dire quelque chose, les gars, alors ne regardez pas le combat parce qu'on vient d'avoir un combattant qui est parti combattre. Voilà. Maintenant, le résultat, c'est normal. C'est comme ça, un jour on gagne, un jour on perd. Je pense qu'il a gagné beaucoup de points avec l'UFC parce que l'UFC aime les mecs comme ça, même au-delà du résultat. C'est des mecs qui assument et qui vont au bout. L'UFC, parfois on le voit, il y a des mecs qui vont faire des bagarres. Ben, parfois l'UFC les garde alors que parfois ils ont des défaites, ils s'en foutent. C'est Ils aiment ça, ça. c'est Et ça. là, l'UFC, un mec qui ne te plante pas comme ça, avec des conditions comme ça, ils le savent. Ils savaient clairement qu'il y avait des staffs, ainsi de suite, qu'il assumait et qui par la bagarre. Moi, je pense qu'il a gagné des points à l'UFC. Ah Je non. pense clairement. Non, mais totalement. Il vaut mieux faire une guerre et perdre, se faire éteindre tout ce que tu veux, plutôt qu'un combat soporifique, un combat tellement ennuyant, mais tu gagnes, mais ça n'a aucun intérêt pour l'UFC. L'UFC, les gens, ils ont tendance à oublier, c'est une organisation c'est une société, ils veulent se faire de l'argent. Donc le spectacle Et passe à avant. l'américaine, marche en avant. Hein. Exactement. Est-ce que toi, tu es d'accord pour dire que la bagarre, tu sais, on a tendance à dire que Excuse-moi de te oui, couper. Excuse-moi. Et c'est là où on voit que les tournants, ça se joue à pas grand-chose dans une carrière. Donc fais attention. Je ferai un lien avec le match à la revanche à Baki. Mais tu vois, par exemple, là, si Poirier perdait ses étranglés, là, étranglé, premier round étranglé par le numéro 12, c'était la fin de la carrière de Poirier. Hein. totalement. Et là, il est à la ceinture presque derrière, parce qu'apparemment, il cherche Islam. Donc, il est à Ça la parle en ceinture juin. derrière. Et regarde à l'inverse, et je ne le souhaite pas, mais s'il a perdu contre Poirier derrière, on ne va pas lui mettre n'importe qui, on va lui mettre, je ne sais pas, un Sarukian, un Darius, je ne sais pas, on C'est va voir ça. un Gamrot, un truc comme ça. Ça veut dire que le match n'est pas gagné. C'est-à-dire que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il était top 12, les gars. Hein. Et là, on lui a mis un top 3, et c'est pas acquis. Hein. C'était pas acquis. Hein. Et Non, là, on non. va peut-être lui mettre un 7-8. Et s'il n'y a pas longtemps, en te disant de te mettre 7-8, on te fait, waouh, là maintenant, oh, le 7-8. Non, non. C'est-à-dire que là, il peut faire peut-être 2 ou 3 défaites d'affilée à Benoît. Attention. Donc là, il a intérêt, comme ce qu'il lui a dit Poirier, il a été très intelligent et très bienveillant. Prendre De le dire, temps. prends ton temps avant de revenir à la salle, restructure peut-être certaines choses. Et voilà, parce que ta carrière, elle est longue, mais ne fais pas des mauvais choix là très courts, parce que ça peut impacter ta carrière. Le virage, il peut prendre vraiment attention à ça. Donc Non, moi, Poirier, je l'ai trouvé très, très bienveillant. non, c'est exactement ça. Et puis je pense qu'il a énormément combattu sur cette dernière année. Je pense qu'il faut prendre le temps de revenir, profiter de sa famille, revenir en meilleure forme, avoir, tu sais, cette fin qui te donne envie de revenir et ne pas revenir précipitamment. On parle, tu sais, Ouais, on évoque. d'ailleurs, tu vois, les maîtres fumés l'ont soulevé ce truc en disant, Oui, c'est vrai que j'avais zappé, ils lui ont dit, regarde, tu as fait 4 combats en temps de temps, ils avaient mis les mois. Et c'est vrai, j'ai fait, ah ouais, c'est vrai. Mais c'est impressionnant au niveau où il est. Donc à un moment, je pense qu'il faut le dire. Et en plus, là, il y a le signe, il y a le match pour dire, souffle. Maintenant, tu as gagné les points, tu t'es fait respecter. Je pense que tu peux peut-être un peu gagner le truc de souffler. Et voilà. Je non, pense que c'est très important pour Benoît. Il a gagné sa place. non, Clairement. mais tu as Maintenant, c'est ce totalement qu'il veut raison. faire.
Et gros big up au maître Fumier parce que ils avaient les infos en off et d'ailleurs ils ont souvent les informations en off, mais ils ne trahissent pas Mm. la confidentialité qu'ils ont avec les combattants, donc ça c'est fort. Pour en revenir à Benoît, tu sais, on évoque souvent le fait que Benoît, il va tout le temps à la bagarre, il va trop à la bagarre. Mais on a tendance à oublier que, en fait, c'est sa marque de fabrique, c'est ce qui a fait Ouais. qu'il a eu ce succès. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ce succès, le fait qu'il ait cette marche en avant à chaque fois, ça peut clairement lui nuire pour sa carrière? Ça va lui faire gagner 3 matchs, 4 matchs, ça va lui en faire perdre un. Parce que les mecs généreux, ils ont des défaites. Regarde, analyse les combattants et prends les Sherdog et analyse. Voilà. Souvent, les mecs qui n'ont pas de défaites, des 19-1, des 20-0, des là, c'est des gens qui n'aiment pas les coups, à la Georges Saint-Pierre, et ainsi de suite. C'est des mecs qui sont très imposants dans un domaine, très stratégique, mais souvent qui fuient la boxe, qui n'aiment pas la boxe. Et c'est ces gens-là qui ont des carrières. Quand tu aimes un peu les coups, ben, tu vas en prendre. Et je pense que Benoît, il aime cette générosité dans la bagarre. Ouais, je suis Donc, d'accord avec toi. c'est tous les combattants qui sont très généreux dans la boxe anglaise, regarde Mayweather et Pacquiao par exemple. Tu as un qui va aimer, qui va rester dans la zone et prendre des risques et balancer beaucoup de frappes. Et nous, on va prendre les popcorn, on va aimer ça en tant que public. Et tu as un qui touche, qui part, qui touche, qui part. Le problème, c'est de dire, ah, fait chier, il fait rien, un truc. Non, il fait un travail, mais différent, très minutieux, mais il n'est pas dans la prise de risque et dans le volume de l'impact. Lui, c'est dans toucher, pas toucher, vraiment au premier degré. Et Benoît, il n'est pas dans ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, En tout cas, il pourra pas avoir une carrière, en tout cas rentrer à l'UFC. Avant l'UFC, sur les organisations que tu fais, rentrer par exemple avec un 10-0, c'est une chose, mais avoir un 10-0 à l'UFC avec une mentalité de combat généreuse, c'est pas la même. Hein. non, Donc, je pense qu'il en aura des défaites. je suis d'accord et en tout cas, grosse force à lui. On n'a aucun doute sur le fait qu'il revienne de la meilleure des manières. En tout cas, il Et par faudrait. contre, il est très fort sur la lutte sol, de plus en plus. Oui, Je le trouve exactement. très fort dans la lutte sol, très très fort. Cette pression qu'il exerce, elle est assez incroyable et je pense qu'à 28 ans, il est en train de réaliser un magnifique parcours. Il reviendra de la meilleure des manières. Une grosse force Ouais. à lui et toute son équipe. Des petits réglages sur les rentrées de lutte avec la tête, des petits réglages sur quand il prend le dos, la finition. Quand tu as un mec top mondial, voilà, peut-être qu'un top 25, tu le soumets, un top 5, peut-être selon les gars, ben il faut aller chercher cette précision. Il est à ce niveau-là. Il est au niveau du haut niveau, à aller chercher les petits réglages et les précisions, et il a tout pour arriver en haut. Exactement, il a toutes les compétences, tout le Mm. staff qui va lui permettre d'arriver au sommet. En tout cas, moi, Thomas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Ça faisait longtemps que j'essayais de trouver un sujet que je pouvais aborder avec toi. Là, c'était top. C'était Le le moment était week-end qui donnait la matière. exactement. Ça a été un plaisir. Et puis, je sais que tu effectues un Rascamp et que tu effectues des stages toute l'année de partout. Ouais. Je vous mettrai en barre de description toutes les infos nécessaires. Et en tout cas, Thomas, ce que tu es en train de réaliser, le fait de faire profiter toute ton expérience et toute ton expertise à toute la France, c'est quelque chose que je trouve très honorable. J'essaie de vraiment beaucoup transmettre. Je suis dans ça aujourd'hui, j'ai fini ma carrière. Donc j'essaye à travers les vidéos de donner des conseils un peu à travers mon expérience. Et par exemple, le camp d'été, j'essaye vraiment de créer un camp d'entraînement de ce que j'aurais aimé quand j'ai commencé de vivre. Ça veut dire du partage avec plein de champions. Et d'ailleurs, tu le vois, plein de champions différents, et boxe, MMA, sol. Et sur le tatami et les tentes autour des tatamis. Et autour d'une table, ça veut dire qu'on va apprendre autant sur tatami, qu'on va échanger à l'extérieur l'expérience. Aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est ce que j'essaie de donner le plus possible. Eh ben, c'est magnifique. Grosse force à toi et merci pour tout. À toi aussi. Ciao, ciao.